Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous savez peut-être qu'en histoire ces temps-ci, l'égo-histoire est assez à la mode. Alors je vais m'essayer pour commencer par un petit morceau de ma propre histoire. C'est l'histoire d'un jeune étudiant en Cagne de Poitiers qui, débarquant avec une association étudiante, met les pieds en Grèce à Patras. On est en 1979 et qui entend dire par le guide qui nous guide et qui est un ami, il entend lire deux extraits d'ouvrages qui le marquent à jamais. Le premier, c'est Grécité de Yannis Ritsos, dans sa traduction de Jacques Lacarrière chez Fata Morgana. Et le second, c'est l'introduction à la Méditerranée de Fernand Braudel. Ce jeune homme, évidemment, vous l'avez compris, c'était moi, et ses lectures, dans un bus longeant le canal de Corinthe, ont décidé de deux passions que j'exerce depuis de façon assidue, la Grèce et l'histoire. C'est vous dire que je suis assez heureux de présenter cette séance du Temps des Archives, co-organisée par le MUCEM, l'INA, et soutenue par l'association des Amis du MUCEM, autour de la figure de Fernand Braudel qui est décédé donc il y a 30 ans de cela maintenant. Nous allons le faire en compagnie d'archives de l'INA qui ont été choisies par nos amis de l'INA ici à Marseille, des archives dont vous noterez d'ailleurs la couleur un peu passée, qui nous donne cette idée qu'effectivement, eh bien, la télévision des années 70 n'est pas la télévision que nous connaissons aujourd'hui, clinquante, avec des couleurs saturées, mais là, au contraire, on a plutôt des couleurs un peu pastel que vous découvrirez dans les extraits que nous allons voir. Nous le serons en compagnie de Anne-Lise Neff. Anne-Lise Neff est maître de conférence à l'université de Paris 1, à la Sorbonne, à Paris. Elle est spécialiste de l'histoire de la Sicile médiévale, la Sicile normande et musulmane, un peu moins connue que d'autres périodes de cette île et de cette Sicile. Gilbert Buty est avec nous. Il est professeur à Aix-en-Provence, professeur d'histoire, et il est spécialiste en particulier de cette mer Méditerranée qu'il a non seulement parcouru en tous sens, mais qu'il a étudié par les archives lui aussi, et il est auteur, entre autres, d'un dictionnaire des corsaires et des pirates. Et nous serons rejoints dans la deuxième partie de cette soirée que je vous explique. Nous faisons une séance normale d'environ 1 heure autour des quelques archives que nous avons sélectionnées. Et puis ensuite, un peu exceptionnellement, nous aurons une sorte de complément de programme. Après nous être retirés, manger un petit encas juste à côté d'ici, eh bien, nous revenons pour regarder le gros morceau, pourrait-on dire, de cette soirée, à savoir un film tourné à Château-Vallon. À Château-Vallon, il n'est pas tourné à Château-Vallon, vous expliquerez ça, comment il a été organisé, en tout cas à Toulon, par donc, et les organisateurs de cette rencontre de Fernand Braudel avec des jeunes élèves. Eh bien, c'était Gilbert Buty et Gérard Paquet, qui était avec nous au premier rang, qui a longtemps dirigé justement un lieu emblématique, Château-Vallon, et qui nous expliquera comment, avec Gilbert Buty, il a organisé cette rencontre quasiment à la toute fin, pourrait-on dire, de la carrière et de la vie de Fernand Braudel, entre ce vieux professeur à la crinière blanche et ces jeunes élèves. D'ailleurs, c'est une question que l'on pourrait tout de suite poser, peut-être parce que la télévision s'y est intéressée tardivement, mais c'est vrai que dans toutes les archives que nous avons sélectionnées, eh bien, Fernand Braudel a les cheveux blancs, c'est un vieil homme, et c'est peut-être par là qu'on pourrait commencer, Anne-Lise Neff. La célébrité, la reconnaissance médiatique, pourrait-on dire, de Fernand Braudel, l'historien de la Méditerranée, est une célébrité relativement tardive. Il est né en 1902 et s'il a œuvré pour son travail universitaire dans la fin des années 30 pour préparer sa thèse sur la Méditerranée de Philippe II, s'il l'a publié tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, après avoir été prisonnier en Allemagne, eh bien, il n'a pas tout de suite eu une reconnaissance, disons, médiatique. Il a eu une reconnaissance universitaire, mais il a été tardivement reconnu, relativement sur le tard, plutôt dans les années 70, par la télévision en particulier, qui lui donnera, parmi ses plus beaux rôles, on pourrait dire, dans la médiatisation de l'histoire dans les années 70, en même temps que Georges Duby, par exemple, avec Le Temps des cathédrales d'Anne-Lise Neff. Oui, alors probablement, est-ce que cela renvoie aussi à un moment où la télévision s'intéresse à l'histoire, hein. C'est aussi une évolution, si je puis dire, de la télévision, mais ça renvoie aussi probablement, hein, enfin, en tout cas c'est une lecture qu'on peut faire, aux temporalités, si je puis dire, pour rebondir sur un terme
qui était cher à Fernand Braudel, les temporalités de sa vie. Il est clair que l'après-Seconde Guerre mondiale est un temps de construction institutionnelle, construction d'œuvres, et probablement moins de médiatisation. Et ça explique aussi que... Ce retard. Oui. Et une reconnaissance, disons, un petit peu plus tardive qu'on aurait pu le penser. Gilbert Buty, sur cette reconnaissance relativement tardive, qui fait que toutes les archives que nous avons, ce sont celles d'un personnage qui a entre 65 et 80 ans. En effet, donc la thèse a été publiée en 1949, en Méditerranée, et est passée inaperçue ou presque. C'est au moment de la réédition, en 1966, qu'il y a eu un certain intérêt pour le travail de Fernand Braudel, et ceci en partie aussi par le regard porté par l'extérieur, par des historiens italiens notamment, qui ont donné un petit peu cet intérêt sur la recherche menée par Fernand Braudel. Et il est vrai que dans les années 50 jusqu'au début des années 60, c'est l'histoire économique triomphante, celle d'Ernest Labrousse, qui a une l'aura. Et même si Labrousse et Braudel ont eu l'occasion de collaborer, c'est surtout les élèves de Labrousse et Labrousse qui est dominé le champ historique dans les années 50. Et il faut peut-être, Anne Lisnève, justement préciser, avant d'entendre le premier extrait de cette soirée, dans quel milieu évolue ce Lorrain Welsch qu'est Fernand Braudel, qui va découvrir la Méditerranée à l'occasion en particulier de ses postes de professeur à Alger dans les années 30. Il est de quelle génération d'historiens? Par rapport à qui se positionne-t-il? Quels sont ses maîtres? Et puisqu'il est considéré comme une des grandes figures de ce qu'on appelle l'école des Annales, donc après la Seconde Guerre mondiale, comment se rattache-t-il à ceux qui ont inventé cette école des Annales, qui sont Marc Bloch et Lucien Febvre, dans le cœur des années 20, Anne Lisnève? Alors donc, effectivement, il va obtenir l'agrégation au début des années 20. Il est immédiatement envoyé en Algérie, ce qui va évidemment marquer sa vocation, si on peut dire. C'est un petit peu la découverte de la Méditerranée en particulier. Il va y enseigner un certain temps, mais très vite, en fait, il rentre en contact avec Febvre, avec qui il va développer en fait une relation quasi filiale, on peut dire. Et c'est plus avec Febvre d'ailleurs qu'avec Bloch qu'il a effectivement ces relations. Donc c'est je puis dire, si je puis dire, par intérêt, je dirais, historique et personnel, qu'il va rejoindre donc l'école des Annales. Alors ensuite, il faut imaginer donc la césure de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il est prisonnier. Marc Bloch est mort, comme on sait, fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'une certaine manière, il se retrouve à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale comme un de ceux qui peuvent porter, en quelque sorte, ce message qu'il connaissait évidemment de l'avant-guerre avec Febvre, et là, leur collaboration va être encore plus étroite et serrée. Et il faut dire aussi que c'est un formidable organisateur pour la revue Les Annales, Gilbert Buty, mais organisateur aussi de la discipline historique après-guerre, des sciences humaines après-guerre, qu'il va participer avec d'autres à la fondation de la 6e section de l'école pratique des hautes études, qui va devenir l'école des hautes études en sciences sociales, et qu'il est considéré un peu dans cette après-guerre comme une sorte de pape. Il y a Lévi-Strauss qui revient aussi après son exil aux États-Unis, qui revient des États-Unis à la fin des années 40. Lui-même est allé lui aussi à San Paolo, comme Lévi-Strauss dans les années 30. Il a découvert le Nouveau Monde, une université extrêmement dynamique qui est l'université brésilienne de ces années-là, et il va rapporter des pratiques, des façons de faire, et en particulier des séminaires, la façon dont on organise les séminaires, qui vont marquer considérablement la façon d'être des universitaires après la Seconde Guerre mondiale, Gilbert Buty. En effet, c'est un créateur, c'est un fondateur, c'est un homme de pouvoir, c'est quelqu'un qui effectivement... Alors ça, c'est important de le dire, que c'est un homme de pouvoir, parce que ceux qui s'en souviennent se souviennent aussi de lui comme un homme de pouvoir, qui distribuait des bons points et des mauvais points, qui retenait les carrières de certains, qui aidait les carrières des autres, etc.
exactement. Et c'est quelqu'un qui a rencontré, qui a été donc en poste, vous l'avez dit, donc au Brésil, et qui a rencontré Lévi-Strauss, et qui a eu donc des échanges avec Lévi-Strauss, ce qui a marqué donc sa réflexion, car ceci se situe avant donc l'écriture de la Méditerranée. Et donc il y a là cette ambiance-là qui rejaillit dans l'œuvre de Fernand Braudel. Et c'est vrai que donc, Braudel a eu un rôle important, non pas dans l'université, mais en marge de l'université, car il n'a jamais pu, on pourrait dire, intégrer l'université. Et il y a toujours eu ce face-à-face, ce refus. Et la création de l'école des hautes études, puis la maison des sciences de l'homme, c'est en fait une façon de créer, à côté de l'université, une structure de recherche et de pouvoir. Oui, il faut dire aussi, Anne-Lise Nef, que c'est quelqu'un qui bouscule un peu la tradition, qu'il y a aussi chez lui cette idée que les sciences humaines doivent se nourrir les unes les autres, que les disciplines, théoriquement, c'est du moins ce qu'il répète de façon assidue, doivent faire lever les barrières entre elles, et que justement cette expérience qu'il a eue avec l'anthropologue Claude Lévi-Strauss peut lui avoir donné l'idée qu'il y a possibilité de dialoguer avec l'anthropologie, dialoguer avec l'économie, dialoguer avec la géographie, par exemple, ce qui se fait peu à l'époque en France. Alors effectivement, la géographie, c'est la première découverte. C'est-à-dire que Braudel entre en histoire par la géographie, dès les années 20, ça c'est sûr. La rencontre de Lévi-Strauss est importante pour la dimension anthropologique. Alors il faut quand même insister sur un point, et l'économie évidemment sera importante, il faut insister sur un point pour comprendre, à mon avis, ce qui se passe entre notamment Braudel et Lévi-Strauss, c'est le fait que la sociologie française, celle de Durkheim, de Mauss, celle qui est reprise par Marc Bloch, etc., est en réalité morte avec la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de relais après la Seconde Guerre mondiale. Et on passe donc en réalité à une sorte de coup de force de Lévi-Strauss qui évacue la sociologie au profit de l'anthropologie. Et qui revient avec aussi des idées nées dans l'université américaine, une sociologie différente que de la sociologie héritée des fondateurs de la sociologie française, par exemple, comme Durkheim. Tout à fait. Et de fait, Fernand Braudel va en fait discuter avec Lévi-Strauss de cette manière d'interroger, disons, l'histoire collective, d'une certaine manière, puisque c'est aussi ce qui l'intéresse. Il discute avec lui, mais en réalité, il est sur des positions qui sont relativement proches, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont relativement proches. Et puis, évidemment, donc je le disais et vous le disiez, il y a aussi l'économie. Et ça, c'est l'autre bras de cette entente disciplinaire qu'il appelle de ses voeux parce qu'il pense qu'en fait, l'histoire, et ça c'est aussi Fernand Braudel, l'histoire a vocation à tenir toutes ces sciences sociales, à être la reine des sciences sociales. C'est la discipline ogresse, c'est-à-dire du moment qu'elle va piquer chez les autres, elle peut faire son miel de tout ce qu'elle récupère dans les autres disciplines. Gilbert Muti. Oui, c'est en ce sens que Fernand Braudel est l'héritier de Bloch et de Fèvre. Car Bloch et Fèvre, donc les pères fondateurs de l'école dite des Annales, donc ont créé les Annales, la revue, en 1929. C'est pas un hasard. Cette date-là correspond bien sûr au krach et à la crise mondiale. Alors comment les historiens peuvent-ils comprendre ce qui se passe en 29? Et Bloch comme Fèvre, qui sont à Strasbourg, vont alors contacter des sociologues, des économistes, des géographes, pour essayer de nourrir leur réflexion. Donc l'interdisciplinarité doit être mise au niveau de l'école des Annales, et Braudel est l'héritier de ce courant. Et il va donc ensuite aussi, bien sûr, la proposer de manière plus large. Anne-Lise Nef. Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus. Bon, on a quand même relativisé la notion d'école des Annales. Il y a plusieurs courants autour des Annales, et je dirais que Braudel n'est pas sur un courant blochien. Et Fèvre n'était pas non plus sur les positions de Bloch, qui est très intéressé à la sociologie, et notamment la sociologie de Durkheim. Oui, il y a en particulier chez Lucien Fèvre un intérêt pour les imaginaires, en particulier, qui n'est peut-être pas aussi prononcé chez Marc Bloch, mais qui est très prononcé chez Fernand Braudel aussi. Pour l'histoire individuelle, pour l'histoire des grands hommes également. Et Fernand Braudel, en fait, décline un certain nombre de notions, comme s'il s'agissait de grands personnages, la Méditerranée, etc.
Et justement, on va écouter le premier extrait, donc issu de l'émission Signes des temps de l'ORTF. Nous sommes en 1972 et on interroge Fernand Braudel sur sa vocation, comment il a décidé de faire de la Méditerranée un personnage. On l'écoute. Je me suis trouvé, agrégé d'histoire, professeur de lycée, je ne dis pas sans avoir réfléchi, mais sans avoir beaucoup réfléchi. Si bien que j'ai enseigné l'histoire telle que mes bons maîtres me l'avaient apprise, une histoire événementielle, une histoire biographique, une histoire politique, d'autant plus que les programmes de lycée m'en faisaient une obligation. J'avais l'avantage d'être professeur en Algérie. J'ai notamment été longtemps professeur au lycée d'Alger. Oui. Et ce n'est que peu à peu que je me suis aperçu qu'une autre histoire était possible. Il avait choisi comme sujet de thèse la politique étrangère de Philippe II en Méditerranée. 15 ans après, le livre achevé s'appelait « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II. Dans cette inversion se situent toutes les théories de Fernand Braudel sur l'histoire, sur les rapports de l'histoire et du temps. Les événements, bizarrement, l'ont aidé, lui, le théoricien du non-événementiel. C'est qu'en 1939, brusquement, la guerre, je suis sur la ligne Maginot, et ensuite je suis en Allemagne, dans un camp de prisonniers, pendant 5 ans. Et c'est là, pendant cette période de captivité, que j'ai mis au point, uniquement d'après mes souvenirs, ce qui vous paraîtra extravagant, mais j'ai une très très bonne mémoire, j'ai fini par reconstituer, je dirais, le livre qui a été publié par la suite sous le nom « La Méditerranée, le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II. Mais j'ai mis un temps considérable. Et où la Méditerranée joue le rôle principal par rapport oui, à la Méditerranée est le personnage central. Alors justement, changeant de sujet, c'est pas simplement un changement de sujet, comme on passe d'un sujet à un autre, c'est un changement de niveau de lecture et finalement de conception de l'histoire, je crois. C'est-à-dire que je me suis trouvé brusquement devant une problématique nouvelle même pour moi, devant des problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Je suis tombé en quelque sorte dans une sorte de traquenard que je m'étais tendu à moi-même et sur lequel j'ai eu le temps de réfléchir pendant mes années de captivité. Je ne dis pas que je n'aurais pas écrit La Méditerranée si je n'avais pas été prisonnier pendant 5 ans, mais je n'aurais pas écrit de cette façon bizarre. Enfin, j'ai rêvé sur la Méditerranée, je l'ai vu de loin, je l'ai reconstitué, si vous voulez, je dirais presque matériellement. Et au milieu de ces années de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été pour tous les Français, mais moi aussi en particulier, assez désagréables, et vous étiez accablé par les nouvelles de la propagande allemande ou de la propagande des Alliés. On croyait d'un côté comme de l'autre, ça allait se terminer avec rapidité. Donc vous étiez assailli par une sorte d'histoire événementielle. Et cette histoire événementielle, il fallait la refuser à chaque instant, en pensant que la guerre était organisée sur des rythmes beaucoup plus profonds. Et que ces rythmes, c'était des rythmes très longs. Non seulement il fallait avoir beaucoup de patience, mais il fallait essayer de détecter quels étaient ces mouvements profonds qui conduisaient en quelque sorte à l'histoire. Et alors, à force d'échapper au temps de l'histoire en train de se faire, c'est comme si l'on prenait la position de Dieu le Père pour voir les choses, je dirais, dans leur éternité et dans leur immobilité. Oui, ce sont des époques où on se sent pris par l'urgence et un peu le terrorisme des événements. Enfin, qui vous presse. C'est une très bonne formule. Mais les événements terrorisent l'historien dans le passé, comme les événements de l'actualité terrorisent l'homme qui réfléchit sur son sort et le sort de son pays. Enfin, l'essentiel, c'est de se libérer, de dépasser cette première réalité émouvante et qui fait trop de bruit. Les nouvelles qui font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les plus importantes. Il y a des phénomènes sous-jacents qu'on n'entend pas, dont le glissement est imperceptible et qui changent, je dirais, la vie du monde, la vie de tous les êtres humains et votre propre vie. Et c'est pourquoi je suis arrivé, je dirais surtout pendant ma captivité, à cette conception qui est une conception, je dirais, très défendable. Je l'ai présentée si souvent comme maintenant
on mettrait en doute ce que j'avance, ça ne me paraîtrait pas raisonnable. Ça signifie, si vous voulez, que le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple. C'est un temps multiple qui est formé de temps très brefs, de temps plus longs, de temps très longs, et de temps, je dirais, de longue durée, et qui peut sembler immobile, qui n'est pas immobile, mais qui peut sembler immobile. Donc de vitesses différentes. Enfin, vous avez comme si le temps qui était lâché dans la vie des hommes sortait d'outres, vous connaissez les outres d'Éole, oui. Sortait d'outres différents avec des vents qui ne sont pas des vents de même force, de même puissance, de même largeur et surtout de même vitesse. Et donc, qui entraîne les hommes à des vitesses différentes aussi. Qui entraîne les hommes, non, parce que c'est une décomposition très théorique. En réalité, toutes les vitesses de l'histoire sont vécues par les hommes au même instant. Enfin, je suis traversé par des phénomènes qui sont des phénomènes de très 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 longue durée. Je parle une langue qui est la langue française. La langue française remonte très loin. Je me rattache à une civilisation dont les racines s'en vont à des siècles en arrière, etc. Je pratique une religion qui, mon Dieu, existe depuis des siècles et des siècles. Donc je suis pris dans une partie de moi-même par une histoire qui est une histoire très ancienne. Puis dans un autre domaine, je vis sur des vitesses différentes et j'ai l'illusion dans ce monde, je dirais, de mouvements divers, j'ai l'illusion d'avoir des responsabilités, donc des libertés, de pouvoir choisir entre telle possibilité et telle autre. Je crois que dans une théorie comme celle que j'expose, la liberté de l'homme est beaucoup plus restreinte qu'elle ne le paraissait, je dirais, aux historiens une vingtaine, une trentaine d'années, et qui croient qu'un personnage est vraiment maître de son destin, qu'il est capable de choisir d'aller dans un sens ou dans l'autre, alors qu'en réalité, il est comme tout le monde, il est emporté par le courant de l'histoire, par la masse lente. Il est aussi violente. Il est aussi en partie maître. Il est aussi maître, mais non, il est maître. Il faudrait qu'il ait la conscience exacte du temps qu'il est en train de vivre. Enfin, s'il se laisse prendre aux apparences, s'il se laisse prendre à l'histoire clinquante du monde, alors il agira, je dirais, à la superficie de l'histoire, à la superficie des événements. Alors que le problème, c'est de chercher l'appui, en quelque sorte, des mouvements les plus profonds. Si les mouvements profonds sont en votre faveur, quelle que soit votre qualité d'intelligence, si vous êtes un des maîtres de la politique, un des maîtres de l'économie, vous serez servi, poussé en avant, au-delà de vos mérites, au-delà même de vos réflexions. La grosse difficulté, c'est de faire exactement le point. Alors on peut dire que c'est une archive riche, parce que franchement, en 7 minutes, il dit beaucoup de choses et il a été très bien interviewé. Je ne sais pas qui était l'intervieweur, mais c'est une bonne interview. C'est Jean-Claude Bringuier, donc ouais, un grand intervieweur des années 70 et 80 de la télévision française, donc dans Signe des temps. Alors, Gilbert Buty et Anne Lisneff, il y a énormément de choses. D'abord, peut-être, qui attaque-t-il ? Parce que c'est la première question. Tout compte fait, il dit j'ai fait de l'histoire avant sans avoir beaucoup réfléchi. Donc ça veut dire qu'il était une sorte d'historien en gestation et que ce qui lui est arrivé, l'Algérie, puis la Seconde Guerre mondiale, ont fait de lui l'historien qu'il est, plutôt démiurge, avec la position de Dieu le Père, qui regarde de haut le temps se dérouler sous ses yeux. Anne Lisneff, qu'est-ce qu'il attaque, en fait, quand il attaque des historiens ? Alors, en fait, c'est assez intéressant comme égo-histoire, parce que, pour le coup, c'est ce qu'il fait. Ce qu'on mesure assez mal, et qui serait intéressant à mesurer, c'est quel rôle a joué la pédagogie dans sa prise de conscience. Mais ça, il n'en parle pas. Le fait qu'il enseignait, semble-t-il, de manière extrêmement convaincante. Mais ceci dit, ce qu'il dit très clairement, donc, c'est qu'il se détache de l'histoire événementielle, de l'histoire qu'on lui a apprise, en quelque sorte. Et en fait, ce contre quoi il s'insurge, mais comme, alors là, pour le coup, comme les fondateurs des Annales, c'est l'histoire positiviste. De la fin du 19e, début 20e siècle. Histoire donc, qui met en avant le document, la méthode, la date, et qui surtout met en garde contre toute théorisation, généralisation, etc., ce qui évidemment sera à l'inverse de ce que va faire Fernand Braudel. Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il présente l'historien comme Dieu le Père, ce qui est un petit peu contradictoire avec ce qu'il dit par la suite sur le déterminisme et sur l'égo-histoire qu'il fait. Donc, en fait, que les hommes sont agis, mais l'historien, lui, est assez
Voilà. lucide pour être au-dessus des hommes. Exactement, donc ça pose quand même problème, même si, en faisant une égo-histoire, il répond en partie à la question. Gilbert Buty, à la fois sur cette vision qu'il a de son propre rôle, mais aussi peut-être sur cette question que l'événement trouble, l'événement empêche de voir, il empêche d'entendre, et qu'au bout du compte, il faut dépasser les événements qui terrorisent l'historien dans le passé et qui terrorisent le contemporain dans sa propre action. Oui, effectivement, il y a cette réaction contre les historiens positivistes, Charles Sénobos et donc tous ceux qui ont marqué la fin du XIXe siècle et qui étaient encore très influents. Qui sont les pères de l'école historique française, il faut le rappeler, avec Ernest Lavis et avec d'autres qui vont donc mettre en place à la fois le récit national, mais également les méthodes qui vont permettre aux historiens de prétendre être une science à la fin du XIXe siècle. Et dans cette dimension d'égo-histoire que vous évoquiez, il y a aussi son itinéraire, son histoire. Et Braudel aimait à rappeler qu'il est un homme de l'Est, un homme de la frontière, un homme loin de la Méditerranée. Et ce qui lui a permis aussi d'avoir cette curiosité, cette ouverture, ce regard porté donc, sur la Méditerranée. Donc il y a cet héritage qui est évoqué dans sa formation. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'il est à la fois assez lucide sur lui-même quand il dit les temps, les différents temps, etc., que j'ai voulu déterminer, la très longue durée, la durée moyenne, le temps de l'événement, etc. Tout compte fait, c'est une décomposition très théorique, dit-il. Donc on voit bien qu'il n'est pas dupe de sa propre création, que c'est pratique de pouvoir justement découper le temps comme il le découpe. Et une des questions que je me pose en écoutant Fernand Braudel, c'est de savoir s'il y a dans cette volonté absolue de ne pas voir l'événement quelque chose qui tient à une sorte d'aveuglement vis-à-vis des positions qu'il faudrait prendre en tant qu'intellectuel, en tant qu'historien, sur l'actualité. Parce que tout compte fait, on l'entend peu sur l'actualité, alors que beaucoup de ses collègues de ces mêmes années, et même Marc Bloch a voulu prendre appui sur les événements du temps présent. Les tranches défaites, c'est écrit au moment de la défaite en 1940. Les fausses nouvelles de la guerre, c'est écrit pendant la Première Guerre mondiale, alors que Marc Bloch est soldat dans les tranchées et qu'il réfléchit à la question des rumeurs pendant la Première Guerre mondiale. Et lui, on a l'impression que Braudel, il veut pas trop se salir les mains avec justement le quotidien de l'actualité, Anne-Lise Neff. Alors de fait, il est connu pour ne pas avoir pris de position politique claire, alors que dans les années 30 et autour des Annales, effectivement, tout le monde prenait des positions politiques. Et qu'à l'époque, Claude Lévi-Strauss était militant socialiste avant de partir il était à la SFIO avant de partir aux États-Unis pendant la guerre. Et lorsqu'il évoque la Seconde Guerre mondiale dans ce passage, on ne peut pas dire qu'il en dise plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que tout le monde a souffert, mais au fond... Et effectivement, cette espèce de retenue, en fait, il va la garder jusqu'à la fin de sa vie, ou quasiment, puisque j'ai cru avoir lu quelque part, mais ça, vous nous confirmerez, que précisément à Château-Vallon, il a dit quelque chose de ce point de vue, de sa position politique. Mais j'aimerais savoir si c'était vrai. On en parlera après, ou tout de suite, Gilbert Buty, vous étiez... Simplement une remarque à propos de l'événement. On a souvent peut-être caricaturé Braudel comme l'anti-événementiel. Bon, il aura l'occasion de s'expliquer en partie, de manière indirectement dans la leçon d'histoire, mais n'oublions pas, d'abord, Braudel aimait bien rappeler une formule de Lucien Febvre. Un événement est un clou auquel on accroche une idée. Donc l'événement porte. Et il suffit de reprendre la Méditerranée pour voir que la troisième partie de la Méditerranée est entièrement consacrée à la bataille de Lépante. La bataille de Lépante. Donc l'histoire des Annales présentée comme anti-événementielle contre histoire-bataille, bon, on a la démonstration que ce n'est pas vrai. Mais il y a aussi la nécessité peut-être de revisiter la bataille de Lépante depuis la façon dont c'est présenté par Braudel, mais là aussi de ne pas caricaturer la portée de l'œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement la façon dont il conçoit son travail d'historien. Il nous a expliqué dans cette archive combien il avait pu travailler sans archives, ce qui est assez étrange. Pendant 5 ans, dans son stalag, il a pu reconstituer les archives parce qu'il a une bonne mémoire, dit-il, mais je pense que tous les historiens ici présents savent que même avec une bonne mémoire, pour reconstituer l'équivalent de la Méditerranée de Philippe II, il faut avoir vraiment une très très bonne mémoire. Enfin, toujours est-il que cette fiction-là, il l'a racontée et c'est ce qui a fait aussi sa célébrité. Et à propos des archives, eh bien, on va écouter un deuxième extrait donc, d'archives
La mémoire de papier, c'est une émission sur les archives de France, très bien filmée d'ailleurs, en 1976. Donc, il est interrogé par quelqu'un qui se demande comment on peut faire ce métier d'historien, comment on peut plonger dans les archives, et faut-il une méthode pour le faire? On l'écoute. Fernand Braudel, je me trouve ici au terme de mes recherches sur Damiens, sur l'attentat de Damiens aux Archives nationales. C'est un véritable abîme qui s'ouvre devant moi sur un événement qui a duré exactement 2 mois et demi dans l'histoire de France. J'ai eu l'impression qu'on me communiquait une masse d'informations qui faisait revivre un siècle au moins de notre histoire. Est-ce que c'est toujours la sensation qu'on a quand on commence à mettre son nez, si vous me permettez l'expression, dans les documents des archives? Mais ça dépend de la période. Vous avez une période qui est tout de même favorisée. Vous avez une information sur 2 mois et demi de l'histoire de France, c'est une énorme histoire. Et votre attentat de Damiens a amené des lumières sur lui qui éclaboussent le personnage et qui éclairent très loin de l'événement lui-même, qui éclaire, je dirais, les profondeurs de la France, d'une certaine France, d'une France monarchique brusquement, semble-t-il, frappée, menacée, comme autrefois. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez eu cette richesse de documents. Mais, voyez-vous, je ne sais pas si vous êtes un historien presque débutant, ça. Tout à fait, absolument. Tout à fait débutant, ça. Tout à fait. Et je crois que vous avez été guidé par les archivistes. Tout à fait. Mais vous voyez, alors, vous êtes dans la norme. Les historiens, je dirais, même chevronnés, ne réussiraient jamais à avoir les documents sur l'affaire Damiens qu'ils sont en train d'étudier s'il n'y avait pas au bureau l'archiviste qui leur indiquait les bonnes séries. Et quelquefois qui ont la gentillesse, et ça c'est essentiel, de vous conduire sur les rayons. Ce que je demanderais, je dirais, comme privilège essentiel pour un historien travaillant dans les archives, c'est le droit d'aller voir comment les documents sont disposés le long des couloirs, parce que c'est là qu'on s'aperçoit de l'ampleur de la documentation qui nous est réservée. Il est impossible d'écrire une page d'histoire valable sans avoir lu les dossiers, les documents et même la masse de documents qui quelquefois représentera seulement 3 ou 4 affirmations dans 2 ou 3 pages de votre livre. C'est la règle. Une méthode, non. On entre dans l'histoire comme on entre dans un moulin, on n'a pas besoin de préparation préalable. Et ensuite, je dirais, devant les difficultés que l'on rencontre, devant les surprises, devant le plaisir même de faire de l'histoire, on improvise, sinon sa méthode, au moins sa conception de l'histoire. Car une conception de l'histoire, c'est tout de même absolument indispensable. Comment peut-on avoir une attitude absolument objective vis-à-vis du document pour le restituer dans un ouvrage historique? Le métier d'historien part des documents. Et les documents sont la nécessité première. Et c'est à la suite de lectures attentives d'énormes dossiers et que l'on finit par constituer l'essentiel de sa propre vision. Non seulement les fiches que l'on retiendra parmi les milliers qu'on a pu prendre en note, mais aussi cette sorte de vie par l'imagination. Quand je suis en train de feuilleter, ou quand n'importe quel historien est en train de feuilleter des documents comme ceux que j'ai devant les yeux du ministère de la Police Générale de 1808, vous pensez bien que tout ne l'intéresse pas, mais tout en feuilletant, il vit à une distance considérable de notre temps. Il est dans le plaisir extraordinaire de la recherche historique, qui n'est pas l'écriture, mais qui est le moment où l'on se représente les choses, où l'on vit à côté des contemporains, de ses contemporains. Ce qui fait le charme des archives, je peux le dire ici, c'est pas ce que nous copions, ça n'est pas ce que nous tirons, ça n'est pas nos succès, c'est que pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures, on a vécu dans une autre époque. À chaque instant, devant les documents, c'est une sorte de poussée d'imagination. Vous savez que presque jamais on ne trouve le document que l'on cherche, mais on en trouve d'autres. Et puis, brusquement, quand on ne cherche pas, quand on a en quelque sorte renoncé à trouver la preuve par d'autres, vous avez un document qui surgit, mais dans une toute autre série. Mais je répète encore une fois, l'essentiel, c'est de voir et bien voir, guidé par les archivistes, et des archivistes qui connaissent admirablement leur dépôt, guidés par eux, voir les documents qui sont importants. Et je dois dire qu'il n'y a pas dans le monde, je le dis tout bas parce que j'ai fréquenté un nombre fantastique de dépôts d'archives, où je crois que je suis reçu avec beaucoup de gentillesse, mais on n'est pas reçu
avec plus de gentillesse, de courtoisie, d'élégance et j'ose tout de suite le dire, d'intelligence qu'aux Archives nationales dans la Cité de l'Histoire qui, heureusement pour nous, reste encore au cœur de Paris. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. La Cité de l'Histoire n'est plus au cœur de Paris, mais à Pierrefitte, en l'occurrence, elle est éclatée un peu partout dans toute la France, avec les archives de l'Outre-mer qui sont pas très loin d'ici, à Aix, ou les archives du monde du travail qui se trouvent à Roubaix. Alors, il y a dans cette interview des choses intéressantes, en particulier le registre de langue choisi par Fernand Braudel pour parler du travail de l'historien. Il parle de charme des archives, de plaisir de la recherche, de poussée d'imagination et de conception de l'histoire. Et surtout, il dit, il n'y a pas de méthode. Alors c'est étrange parce que voilà quelqu'un qui pousse au cœur d'un XXe siècle qui est très influencé justement par ces historiens méthodistes, ces historiens positivistes de la fin du XIXe siècle, et qui d'une certaine façon va pousser la provocation jusqu'à dire il n'y a pas de méthode. Anne-Lise Neff, c'est quand même très étrange, parce que par ailleurs, on entend un peu, à la même époque, Arlette Farge réfléchit et travaille avec Michel Foucault. Elle va écrire Le goût de l'archive, qui reste un monument pour tous ceux qui s'intéressent justement à la fréquentation des archives anciennes. Donc on entend un peu cette petite musique du plaisir de l'historien, de perdre son temps dans un carton d'archives pour trouver autre chose que ce qu'on a cherché, etc. Et c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui lie tout cela, Anne-Lise Neff? Alors, ce qui est curieux dans ce passage, on peut penser aux méthodistes, mais on peut penser aussi à Marc Bloch, qui a quand même écrit sur le travail d'historien des pages inoubliables. Ah oui, Apologie ou évidemment, le métier d'historien. Fernand Braudel ne renie certainement pas, mais d'une certaine manière, il se place ailleurs. Et je voulais déjà y faire allusion tout à l'heure dans le premier passage. Ce qui est assez frappant dans ces entretiens, c'est qu'en fait, on retrouve quasiment le style écrit de Braudel. Il y a quelque chose de, je ne saurais pas comment le qualifier, mais de sautillant, de vivant, de l'ordre du partage. Et je pense qu'il met l'accent, en fait, sur ce qu'on n'imaginerait pas spontanément du travail de l'historien, ce qui, évidemment, n'évacue pas le reste. Mais par exemple, il ne répond pas sur l'objectivité. Bon, mais il ne dit pas non plus qu'il est subjectif, mais il parle de conception de l'histoire, et on voit bien qu'il y a un va-et-vient en fait, entre les documents et cette conception de l'histoire qui s'élabore. Il y a effectivement la notion d'imagination, qui me paraît fondamentale, et de plaisir. Et là, je pense que c'est aussi une manière de parler à l'apprenti historien. Qui est en face. Et au public. Et comme pédagogue, d'une certaine Bien façon, sûr. Gilbert Buty. Oui, en effet, il y a une sorte de provocation, hein, sans doute. Lorsqu'il dit on entre en histoire comme dans un moulin, bon, et n'oublie pas certainement le métier d'historien de Marc Bloch. Mais ce que je rebondis, ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est l'importance de la parole et qu'on retrouve dans l'écriture. L'importance de l'écriture. Même si ici ou là, il y a des points qui, dans l'œuvre de Braudel, se trouvent donc dépassés, périmés, Braudel reste un immense écrivain. C'est vraiment dans ce livre, les bateaux naviguent, les vagues répètent leurs chansons, les vignerons descendent des collines des Cinque Terre sur la riviera génoise. Les olives sont gaulées en Provence et en Grèce. Les pêcheurs tirent leurs filets sur la lagune immobile de Venise et dans les calots de Djerba. Des charpentiers construisent des barques pareilles aujourd'hui à celles d'hier. Et cette fois encore, à les regarder, nous sommes hors du temps. C'est l'introduction des 2 volumes donc, sur la Méditerranée qu'il avait fait en parallèle pour un métier graphique de la série, dont on va avoir un extrait dans un instant, Gilbert Buty. Oui, c'est vraiment... Là, on trouve aussi les qualités du pédagogue, hein, qui permet aussi d'avoir à la fois des images, un rêve, et c'est une écriture ciselée. Hein. Oui, et ça, c'est quand même quelque chose, cette façon de parler comme un écrivain, d'une certaine façon. C'est d'ailleurs peut-être aussi à cela qu'il devra sa popularité tardive, parce qu'il écrit comme cela à une époque où on va mettre en avant les historiens justement de la génération d'après lui, Jacques Le Goff, Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui vont tous peupler les plateaux d'apostrophes, qui vont tous aller à la télévision.
et, comme Georges Duby, parler comme un livre, parce que c'est aussi ça qu'on attend d'un historien dans ces années 70, en l'occurrence Anne-Lise Neff. Oui, alors qu'à l'inverse, on peut dire que Fernand Braudel écrit quasiment comme il parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est plein d'incises, il se fait des objections à lui-même, il prend à témoin le lecteur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va un peu passer de mode. Si tant est que c'est été à la mode, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il a été suivi dans ce mouvement. Gilbert Lutti. Oui, les textes ne sont pas pour autant disons, un premier jet. Lorsqu'on observe les manuscrits